From day one, our government has been working with the Depuis le provinces and premier jour, territories. notre gouvernement travaille avec les provinces et les territoires pour assurer la sécurité des Canadiens et lutter contre cette pandémie. Et ce matin, je veux commencer par une mise à jour sur ce travail. Hier, les premiers ministres et moi, ainsi que la vice-première ministre Freeland, avons tenu notre 11e réunion des premiers ministres depuis le début de cette crise. Nous avons discuté des rapports très préoccupants concernant certains foyers de soins de longue durée en Ontario et au Québec. Ce que les Forces armées canadiennes ont rapporté est profondément troublant. Que toute personne âgée confrontée à ce type de traitement est tout simplement inacceptable. Et comme je l'ai dit au Premier ministre, notre gouvernement sera là pour les soutenir, alors que nous travaillons ensemble pour veiller à ce que nos aînés reçoivent les soins qu'ils méritent. Lors de notre réunion, nous avons également discuté de ce que nous devons faire ensemble pour aider les entreprises à rouvrir et à ramener les gens au travail tout en assurant la sécurité de nos communautés. À l'avenir, il deviendra encore plus important d'identifier rapidement puis d'isoler les cas liés à ce virus. Et pour le faire efficacement, nous devons nous coordonner à travers le pays. Un certain nombre de provinces nous ont déjà contactés pour obtenir de l'aide sur la recherche des contacts et nos gouvernements travaillent actuellement ensemble sur une plateforme de partage de données. Hier, les premiers ministres ont été informés du travail effectué par le groupe de travail sur l'immunité COVID-19 qui coordonnera les sondages, les prélèvements sanguins à travers le Canada. Les premiers ministres et moi avons également parlé du soutien aux travailleurs durant cette période difficile. Notre gouvernement qu'on va continuer les discussions avec les provinces pour s'assurer qu'avec la réouverture, chaque travailleur au Canada ait 10 jours de congé de maladie payés par année. Parce que personne ne devrait avoir à choisir entre prendre un jour de congé de maladie et payer ses factures. La vice-première ministre Freeland et moi avons discuté des rapports très inquiétants parus cette semaine concernant certains établissements de soins de longue durée en Ontario et au Québec. En tant que pays, on doit faire mieux pour nos aînés. Comme je l'ai dit au premier ministre, notre gouvernement sera là pour les appuyer et on va collaborer pour faire en sorte que nos aînés reçoivent les soins qu'ils méritent. Lors de notre réunion, les premiers ministres et moi avons également parlé de la façon dont on peut travailler ensemble pour détecter rapidement le virus et l'isoler. Les premiers ministres ont reçu une mise à jour concernant les travaux du groupe de travail sur l'immunité COVID-19 qui va coordonner les analyses sanguines à travers le pays. Nous avons aussi discuté de la façon dont on appuie les travailleurs durant cette période difficile. Notre gouvernement poursuit des discussions avec les provinces pour faire en sorte que lorsqu'on va commencer la reprise, chaque personne ait 10 jours de congé de maladie payés par année. Notre gouvernement travaille aussi avec les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et de la nation métisse pour soutenir les communautés pendant la crise. On a déjà fait toutes sortes d'investissements, que ce soit pour offrir des prêts aux entreprises autochtones, des emplois aux étudiants ou des services à ceux et celles qui vivent hors réserve. Mais on sait qu'il nous reste encore du travail à faire et aujourd'hui, on franchit une autre étape. Ce matin, je peux annoncer que nous investissons 650 millions de dollars pour soutenir les communautés autochtones avec les soins de santé, le soutien aux revenus et de nouveaux refuges pour les femmes. Permettez-moi de commencer par le premier pilier, les soins de santé. Bien que nous ayons fait des progrès, il existe encore des communautés qui ne sont pas correctement équipées pour faire face à une épidémie de COVID-19 et nous devons y remédier. C'est pourquoi nous investissons plus de 285 millions de dollars pour la santé publique dans les collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ces fonds iront pour financer l'embauche de plus grand nombre d'infirmières, aideront à se procurer des fournitures spécialisées et appuieront le travail avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur des interventions axées sur la communauté. Avoir les bons soins de santé est essentiel. En raison de cette pandémie, beaucoup de gens ont besoin d'un coup de main pour payer les éléments de base. Donc, en tant que deuxième pilier de cet investissement, nous renforçons le programme d'aide aux revenus dans les réserves. Cet argent va aider les personnes vivant dans les réserves qui ont besoin d'aide pour payer des choses comme l'épicerie, les produits de nettoyage ou le loyer. Et une partie de ce financement aidera également les collectivités des Premières Nations pour continuer de fournir des services comme la formation axée sur les compétences. Le travail effectué dans les communautés
par les membres de la communauté est extrêmement important pour aider les gens à traverser cette période extrêmement difficile. Et cela m'amène au troisième pilier de ce financement, les investissements dans les refuges. En avril, nous avons annoncé 10 millions de dollars pour que les abris d'urgence pour femmes et enfants autochtones puissent s'adapter aux nouveaux défis posés par la COVID-19. Il s'agit d'un soutien vital à court terme. Mais à long terme, il reste encore beaucoup à faire. Alors aujourd'hui, je peux annoncer que notre gouvernement a investi 85 millions de dollars supplémentaires pour de nouveaux refuges pour les femmes autochtones. Ces abris seront construits dans des collectivités partout au pays, y compris dans le Nord. Personne ne devrait avoir à rester dans un endroit dangereux. Personne ne devrait être contraint de choisir entre la violence et le sans-abri, et être sans-abri. Ces nouveaux refuges vont offrir une voie à suivre lorsque les gens en auront le plus de besoin. Un nouvel investissement de 650 millions de dollars pour aider les communautés autochtones à traverser cette crise. De cette somme, plus de 285 millions de dollars seront investis dans les soins de santé. C'est de l'argent qui va permettre d'augmenter le nombre d'infirmières dans les communautés des Premières Nations et d'acheter du matériel spécialisé. Les fonds seront aussi utilisés pour appuyer le travail qu'on accomplit avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour trouver des solutions à long terme axées sur les communautés en matière de santé. Nous allons également bonifier le programme d'aide aux revenus dans les réserves pour aider ceux qui vivent dans les réserves avec leurs dépenses quotidiennes. Et une partie des fonds de ce programme permettra aux communautés des Premières Nations de continuer d'offrir plusieurs services importants. Finalement, on a investi 85 millions de dollars dans des nouvelles maisons d'hébergement pour les femmes autochtones. Ces nouveaux refuges, qui seront situés dans les communautés, vont offrir aux femmes un endroit sûr et des ressources lorsqu'elles en auront le plus besoin. Je veux terminer aujourd'hui avec une mise à jour sur une autre mesure que nous avons prise pour assurer la sécurité des Canadiens. Plus tôt ce matin, le ministre Garneau a annoncé que les grands navires de croisière ne seront pas autorisés dans les eaux canadiennes au moins jusqu'au 31 octobre. Cela prolonge la décision que nous avions prise en mars, qui a été prise pour protéger nos communautés côtières. La COVID-19 est toujours une menace très sérieuse, mais avec le bon plan et avec les bons investissements, ensemble, nous résisterons à cette tempête. Question téléphonique, une question et une sous-question. Opérateur. Thank you. Merci. First question, Kate Bolongaro. Question. Bloomberg, line open. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'ai une question sur la mise à jour des coûts liés à la subvention salariale et à la prestation canadienne d'urgence. Les entreprises n'utilisent pas la subvention comme vous l'auriez aimé. Est-ce que, selon vous, il y a des inquiétudes à avoir par le fait que la subvention salariale soit boudée par nombre d'employeurs? Réponse. Cela démontre à quel point la pandémie frappe fort sur notre économie et que plusieurs familles se retrouvent sans revenus. Voilà pourquoi nous sommes satisfaits d'avoir présenté la prestation canadienne d'urgence, car il y a bien des Canadiens qui ont besoin de payer l'épicerie, leur loyer. Mais alors que nous allons de l'avant avec la réouverture de certaines entreprises, on doit ramener les gens au travail. Voilà pourquoi la subvention salariale d'urgence deviendra de plus en plus pertinente. C'est pourquoi nous l'avons prolongée jusqu'à la fin de l'été pour encourager les employés à réembaucher leurs travailleurs et être en mesure que notre économie rebondisse. Nous avons reconnu que cette situation était extrêmement grave et donc l'assistance directe avec la PCU aux Canadiens a aidé des millions de Canadiens qui ont perdu leur chèque de paie. Mais au fur et à mesure qu'on va rouvrir l'économie, recommencer nos business et notre activité économique, nous avons besoin que les entreprises réembauchent les travailleurs, embauchent de nouveaux travailleurs et la subvention au salaire va aider, la subvention aux travailleurs va aider les entreprises à pouvoir faire le travail nécessaire pour relancer notre économie. And a follow-up, Kate?
Question. Bon, la Chine continue ses politiques avec la scène internationale et il y a évidemment eu des tensions. Est-ce que vous avez eu des communications avec Beijing? Craignez-vous des mesures de rétorsion de la part de Xi Jinping? Réponse. Nous tenons à nos valeurs et à nos principes et c'est ce qui guide nos actions avec la communauté internationale, incluant avec la Chine. On va s'assurer que les Canadiens aient l'équipement nécessaire pour affronter la tempête, tout en exprimant notre préoccupation face à ces deux Canadiens qui sont détenus arbitrairement en Chine. Je continue de souligner nos préoccupations sur ce qui se passe à Hong Kong et par rapport à l'OMS. Nous allons continuer d'être fidèles à nos principes et ce, dans l'intérêt de tous les Canadiens. De souligner nos préoccupations avec la Chine par rapport à Hong Kong, par rapport aux Canadiens détenus, par rapport à la situation avec l'Organisation mondiale de la santé, tout en assurant qu'on assure que les Canadiens reçoivent l'équipement et l'aide dont on a besoin de partout dans le monde, y compris la Chine. On va continuer de toujours mettre l'intérêt et les valeurs des Canadiens à l'avant-plan et c'est ce que les Canadiens s'attendent de nous. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Michel Lamarche, TVA. À vous. Monsieur Trudeau, ce matin, on écoutait M. Garneau qui sous-entend que la survie de l'industrie aérienne, ça fait en sorte qu'il faut écarter le remboursement des billets d'avion qui ont été annulés. Pouvez-vous, ce matin, être plus clair avec les consommateurs et les voyageurs qui avaient de ces billets et qui veulent un remboursement? Moi, ma préoccupation première, c'est évidemment pour les Canadiens, pour les gens qui ont besoin d'aide à travers cette crise, qui ont besoin d'appui, qui ont besoin d'argent dans leur poche. C'est pour ça qu'on a mis de l'argent dans les poches des Canadiens, dans les comptes de banque des Canadiens depuis les tout débuts. Nous travaillons avec les compagnies aériennes, nous travaillons avec les Canadiens pour assurer qu'on trouve une piste pour assurer que les Canadiens soient aidés, tout en s'assurant que, évidemment, on ait une industrie aérienne après cette crise. C'est une crise extrêmement difficile à bien des égards, mais on entend très clairement les préoccupations des Canadiens à cet égard-là. Okay. On se concentre à travers cette pandémie à acheminer de l'aide aux Canadiens. Et voilà pourquoi nous avons investi et dépensé des millions et des milliards de dollars pour les Canadiens. J'entends bien les préoccupations des Canadiens entourant leurs billets d'avion. On va continuer de travailler avec l'industrie et des groupes qui représentent les Canadiens pour s'assurer de trouver un équilibre. Mais je sais que les Canadiens veulent également s'assurer que nous continuions à avoir une industrie du transport aérien solide après la pandémie. On doit trouver un équilibre, on doit écouter les Canadiens, c'est ce que nous allons faire. Oui, mais je reviens à la charge. Est-ce que la survie de l'industrie est menacée par le remboursement des billets? Je veux vous entendre sur les CHSLD. Après votre rencontre avec les PM des provinces, est-ce que vous constatez que ça prend des directives nationales pour les CHSLD? Dans notre conversation avec les premiers ministres hier soir, tout le monde était d'accord que nous devons faire mieux et d'assurer que les Canadiens aînés à travers le pays aient tous les services de qualité. Il n'y a pas personne qui pense qu'on devrait en offrir moins à nos aînés. Et donc, nous allons parler dans l'immédiat comment on peut stabiliser et aider les provinces à regagner contrôle là où on a vu des histoires d'horreur. Mais en même temps, il y a évidemment une conversation plus long terme sur comment nous allons assurer que dans les années à venir, nos aînés aient tout l'appui et tous les soins qu'ils méritent. Ce dont nous avons parlé hier soir, c'est l'importance de s'assurer qu'à court terme, nous offrons aux aînés tout le soutien nécessaire pendant cette pandémie. Mais on s'est tous mis d'accord sur le fait que nous devons nous assurer à l'avenir que tous nos aînés, partout au pays, obtiennent des services de très haute qualité, des soins de très haute qualité qu'ils méritent. Et le gouvernement fédéral fera partie de ces discussions alors que les provinces se penchent sur cet enjeu.
Thank you. Merci. Prochaine question. Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Je veux revenir sur la question de ma collègue Michel parce que, en tout respect, vous n'y avez pas répondu du tout concernant les remboursements des billets de voyageurs pour les vols qui ont été annulés. Vous dites ma préoccupation première, s'assurer que les Canadiens leur remettent d'argent dans leur poche. Est-ce qu'on doit en comprendre que pour vous, les billets d'avion que les Canadiens ont achetés, c'est des produits de luxe, des achats de luxe qui ne méritent pas de leur être rendus? Non, au contraire, je comprends qu'il y a des Canadiens qui ont épargné longtemps pour acheter des billets d'avion qui leur sont très chers. Et nous allons travailler avec l'industrie. Nous sommes en train de regarder ce que d'autres compagnies aériennes font à travers le monde et nous allons avoir plus à dire dans les semaines à venir. OK. Sur un autre sujet, M. Trudeau, votre ministre de la Défense, M. Sajjan, a été assez clair sur le fait que le niveau actuel des militaires qui sont dans les centres de soins pour aînés n'était pas soutenable pour un autre 4 mois, pour 4 mois additionnels. Pouvez-vous expliquer aux Québécois, puis aussi peut-être au premier ministre Legault, pourquoi Ottawa a l'intention de diminuer le nombre de ces troupes-là en CHSLD? La situation que vivent nos aînés est extrêmement préoccupante et comme j'ai dit depuis le début, le gouvernement fédéral va être là pour aider Québec et les autres provinces regagner le contrôle de cette situation et donner aux aînés les soins qu'ils méritent si profondément. Comme j'ai toujours souligné, d'avoir des soldats dans les CHSLD, c'est nécessairement une solution à court terme. Et nous allons continuer d'être là et de travailler avec Québec et les autres provinces pour nous assurer qu'on a des solutions qui vont pouvoir être plus moyen terme et même plus long terme. C'est une situation sur laquelle on se penche avec le premier ministre du Québec et on va continuer de le faire. Okay. Nous allons, en tant que gouvernement fédéral, nous assurer d'être là pour soutenir les provinces alors qu'elles travaillent pour tenter de reprendre le contrôle sur les soins pour les aînés dans leur champ de compétences. La situation en Ontario et au Québec est très préoccupante et on sera là pour aider parce que c'est ce que les Canadiens veulent voir. Et bien franchement, les hommes et les femmes en uniforme des Forces armées canadiennes sont là pour protéger des vies et sont heureux de le faire et de mettre leur vie à risque. C'est ce qu'ils font et on doit être très fiers d'eux. En même temps, j'ai insisté depuis le début sur le fait que les soldats dans nos établissements de soins, ce n'est pas une solution à long terme, c'est une solution à court terme. Et nous allons continuer de travailler avec le Québec et d'autres provinces pour s'assurer qu'elles sont en mesure de reprendre le contrôle sur la situation des soins de santé pour les aînés. On va continuer d'être là avec les provinces pour trouver des solutions à moyen et à long terme. Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Écoutez, je voulais juste vous entendre parce que plus tôt cette semaine, Jason Kenney a dit qu'il était impensable de prolonger le confinement ou éventuellement de le recommencer parce que ça heurtait trop la population en général, alors que ce sont seulement les personnes très âgées qui meurent de la COVID. Il a invité les autorités de la santé publique à l'avenir à adopter des mesures de protection plus discrètes, je le cite. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, nous, au fédéral, on prend nos directives et nos conseils des experts en santé publique qui continuent à stresser à quel point c'est important de protéger tous les Canadiens contre cette maladie. Effectivement, les aînés sont plus vulnérables et en plus grand danger de mort à cause de la COVID-19, mais on a vu des décès dans toute la population et nous devons de faire notre part pour protéger les plus vulnérables et tous les Canadiens. Nous allons continuer de chercher à rouvrir, à recommencer l'économie de façon responsable et graduelle en gardant les principes scientifiques et la protection des Canadiens comme notre plus grande préoccupation. On ne peut pas avoir d'économie canadienne sans les Canadiens. Et pour avoir les Canadiens, il faut qu'ils soient en santé.
Oui, en fait, sur un autre sujet, vous avez parlé de votre appel hier au premier ministre, notamment pour parler du congé de maladie de 10 jours. Je serais curieuse de savoir quelle a été la réceptivité des premiers ministres provinciaux. Là-dessus, on avait senti une certaine tiédeur. Et dans la même foulée, là, la semaine dernière, il y a une semaine, vous aviez offert en fait des téléphonistes pour aider à faire du traçage là, jusqu'à 23 000 appels par jour. Je me demandais si les premiers ministres provinciaux s'étaient prévalus de votre offre. Oui, il y a plusieurs provinces qui se sont prévalues de notre offre pour de l'aide avec la recherche de contacts et on continue de travailler avec toutes les provinces pour augmenter leur capacité parce qu'on sait que le dépistage et la recherche de contacts vont être essentiels s'il y a une deuxième vague ou même s'il y a une résurgence locale de COVID dans différents endroits dans les semaines et les mois à venir. Par rapport au congé de maladie, on a eu de très bonnes discussions encore hier soir. C'est sûr qu'il y a une variété de perspectives chez les premiers ministres par rapport à leurs besoins et leurs perspectives là-dessus. Les gens sont préoccupés qu'on n'ajoute pas plus de coûts aux entreprises pendant cette période de difficulté et d'incertitude. Mais j'ai rassuré que le gouvernement fédéral allait prendre la grande partie de cet appui aux gens qui ont besoin de congés de maladie parce qu'on sait que lors de l'automne, que les gens essayent de cacher un reniflement pour pouvoir travailler parce qu'ils doivent avoir leur chèque de paye pour pouvoir appuyer leur famille. C'est pas une bonne situation ni pour eux, ni pour leur lieu de travail, ni pour la société canadienne. Donc, nous devons éviter que les gens soient face à une question de travail ou de santé. Prime Minister Julie Van Dusen, CBC. Question. You mentioned, Vous avez mentionné évidemment que les soldats travaillent extrêmement fort et sont au front, mais ne constituent pas une solution à long terme. Ce que vous nous dites après votre rencontre avec les premiers ministres, c'est qu'il y a des actions à prendre. Il n'y a pas de détails, cependant. Vous dites que les soldats ne sont pas une solution à long terme. Alors, pourriez-vous être plus précis sur le type d'actions qui doivent être entreprises? Les gens veulent des détails. Est-ce que c'est plus d'argent? Est-ce que ce sont des critères nationaux? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Réponse. Nous reconnaissons totalement que les soins de santé dans les résidences pour aînés relèvent du champ de compétences des provinces. Mais on sait que tous les Canadiens veulent un meilleur soutien pour les aînés, non seulement maintenant, mais dans les années à venir. Et nous avons dit au niveau fédéral que nous serions là pour soutenir les provinces, que ce soit dans l'immédiat, avec plus de financement, plus de ressources, ou peu importe ce dont les provinces ont besoin pour reprendre encore une fois le contrôle sur leurs établissements de soins de longue durée. Il y a bon nombre de provinces à travers le pays, même s'il y a eu des défis, des enjeux, n'ont pas des problèmes de l'ampleur de ce qu'on voit ailleurs. On reconnaît qu'il y a des situations spécifiques partout au pays. Et en tant que gouvernement fédéral, c'est de s'assurer que partout au Canada, les gens obtiennent du soutien et on sera là, dépendamment des besoins des provinces, de leur situation, pour s'assurer que tous les aînés sont protégés. Nous reconnaissons que les CHSLD et le soin des aînés est une juridiction provinciale. Mais parce que c'est un enjeu qui préoccupe tous les Canadiens et que nous devons d'assurer que tous les Canadiens soient protégés à travers le pays, nous allons être là pour appuyer les provinces dans les besoins qu'ils ont. Pour le moyen terme, pour le long terme, pour le court terme, on est là avec les forces armées et on a des discussions présentement sur le besoin d'argent ou le besoin d'autres ressources pour pouvoir reprendre le contrôle de ce système que certaines provinces n'ont pas actuellement. J'ai besoin de vous demander une question sur les hypothèques. Vous devez être au courant que bien des familles ont dû reporter leur paiement. Est-ce que vous pourriez considérer de dire aux banques d'assouplir leurs mesures sur les pénalités des reports de paiement parce qu'il y a des familles qui n'ont pas le choix?
Réponse. On a vu les banques prendre des mesures importantes pour les Canadiens et les familles qui peinent à payer leurs hypothèques. Nous allons continuer de travailler avec des institutions financières de partout au pays pour qu'elles soient là pour aider les Canadiens. Nous savons qu'il s'agit d'une période très difficile pour bien des familles. Nous avons rendu disponibles bien des programmes d'aide, mais il y a toujours davantage à faire et nous allons nous assurer que les partenaires financiers font partie de la solution pour s'assurer que les Canadiens traversent la crise. Malgré toute l'aide que nous avons offerte aux Canadiens par le gouvernement fédéral, il y a d'autres défis qui arrivent et nous appelons et nous attendons à ce que les banques fassent leur part aussi. Ils ont déjà pris des mesures pour aider les gens avec les hypothèques, mais s'il y a plus à faire, je sais qu'ils vont en faire plus. David Aiken, Global News. Good morning, Prime Minister. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais d'abord une question de suivi sur la question de Julie. Sur les actions spécifiques, le gouvernement fédéral est là pour soutenir les provinces. Qu'est-ce que l'Ontario, le Québec ont besoin? Donnez-moi des détails au-delà des besoins, par exemple, avec les ressources militaires. Réponse. Le gouvernement fédéral sera là pour soutenir les provinces, les juridictions, pour les aider à gérer la situation avec les aînés, que ce soit les Forces armées canadiennes à court terme, plus de ressources et de financement à moyen et à long terme. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un champ de compétences des provinces, qu'ils ont le contrôle là-dessus, mais nous savons également que certaines provinces ont perdu le contrôle de la sécurité de leurs aînés. Alors, cela veut dire que nous devons être là pour les aider à reprendre le contrôle. Comme vous le savez, il y a un éventail de besoins et des situations spécifiques à chaque région. Une solution unique ne serait pas la meilleure dans ce cas-ci. Nous allons être là pour aider les provinces à reprendre le contrôle de ce qui est dans leur juridiction. Dans le court terme, nous sommes là avec les forces armées, mais pour le moyen et le long terme, nous allons être là avec plus d'argent, avec plus de ressources, dépendamment des besoins et des demandes des provinces. Question. Vous dites que le gouvernement fédéral va agir en tant que soutien. Mais votre propre gouvernement, votre propre caucus vous a écrit une lettre pour avoir des directives nationales sur les soins pour les aînés. Qu'est-ce que vous dites aux membres de votre caucus? Quelle est votre réponse? Où sont les critères nationaux? D'où viennent-elles? Réponse, les membres de notre caucus, et je vous dirais pas seulement le nôtre, tous les caucus au pays sont préoccupés par la situation de nos aînés au Canada. Ces aînés qui sont plus vulnérables à la COVID-19. Et on veut vraiment tout faire en sorte pour protéger nos aînés. Et c'est ce que nous faisons. Évidemment, il y aura le besoin d'avoir une conversation réelle, pas seulement entre les paliers de gouvernement, mais en tant que Canadiens, sur comment on peut s'assurer que nous soutenions de la meilleure façon les aînés qui ont bâti ce pays avec leur dur labeur, les aînés qui méritent une retraite en dignité. Ce sont des choses que les Canadiens veulent voir et on doit travailler beaucoup mieux en tant que société là-dessus. Et nous allons envisager des solutions à moyen et à long terme, mais en ce moment même, on est en train de composer avec une situation d'urgence pour acheminer le soutien nécessaire en ces temps de crise de la COVID-19. Hier, à la rencontre des premiers ministres, il a été question d'une réouverture de la frontière avant le 21 juin entre le Canada et les États-Unis pour la réunification familiale. Monsieur Higgs, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, dit déjà qu'il a des doutes par rapport à ça. Pouvez-vous nous dire où en sont les discussions, puis qu'est-ce qui est sur la table actuellement? Est-ce qu'effectivement, cette proposition-là est considérée sérieusement? Nous sommes en train de regarder la situation où des citoyens ou des résidents permanents ont un conjoint, des enfants ou des parents, donc des liens de parenté extrêmement étroites, qui sont séparés par la frontière canado-américaine et n'ont pas la capacité de rejoindre leur famille. On a vu plusieurs histoires dans les nouvelles depuis les dernières semaines de situations assez touchantes de familles divisées. Donc, nous sommes en train de regarder comment nous pouvons faire une petite modification
situations, dans des situations de réunification de familles divisées pour des membres très proches de la famille. Mais évidemment, parce que j'ai toujours promis au premier ministre que toute question de la frontière américaine et de mesures qu'on pourrait prendre les affecte, je voulais discuter avec eux de leur perspective par rapport à ces mesures possibles de réunification, d'assouplissement de règles dans des conditions extrêmement précises. Parce que, évidemment, l'entente que nous avons à la frontière va continuer jusqu'à la fin juin, comme convenu, mais est-ce qu'il y a des petites exceptions qu'on pourrait faire? Et j'en ai discuté avec les provinces. J'ai entendu des voix qui étaient ouvertes à ça, d'autres qui ont des préoccupations. Et nous allons continuer nos discussions. Nous allons continuer d'assurer qu'on fait les bonnes choses en gardant la santé, la sécurité des Canadiens en première ligne. Nous avons pris des mesures sans précédent à la frontière canado-américaine pour empêcher les voyages non essentiels. On continue avec les chaînes d'approvisionnement, avec les voyages jugés essentiels. Il y a des Canadiens qui reviennent au pays et se mettent en confinement pendant 14 jours. Il y a des choses que nous avons entendues au cours des dernières semaines par les médias, par les élus, des familles qui ont été séparées en raison de la citoyenneté à la frontière américaine. Et nous sommes en train d'explorer des façons de voir comment des proches, enfants, parents, époux, épouses, des citoyens canadiens ou des gens qui ont une résidence permanente qui pourraient rentrer au pays en suivant un processus strict, en modifiant légèrement les modalités de la fermeture de la frontière. Cela ne changerait pas, évidemment, la fermeture qui est en cours jusqu'à la fin juin, mais c'est de savoir comment pouvons-nous soutenir les familles qui traversent des moments difficiles. Les frontières sont un enjeu qui préoccupe énormément les provinces. J'ai d'ailleurs mis sur la table plusieurs engagements avec elles au cours des dernières semaines. Nous avons partagé nos préoccupations hier soir. Il y a un bon nombre de premiers ministres qui estiment que pour des raisons de compassion, des raisons humanitaires, nous devrions aller de l'avant avec cet assouplissement. D'autres sont plus préoccupés. Alors nous allons continuer d'avoir cette discussion avec eux et voir, peu importe ce que nous faisons, eh bien, que la sécurité et le bien-être des Canadiens soient en priorité dans toutes les décisions prises. Verriez-vous ça arriver selon vos scénarios à vous? Et sur les congés de maladie payés, tantôt, vous avez dit que vous seriez prêt à assumer une grande partie de la responsabilité. Est-ce que ça veut dire que vous seriez prêt à payer pour l'entièreté du programme? Est-ce que c'est assez pour convaincre les provinces récalcitrantes, d'après vous? On est encore en discussion sur les congés de maladie, mais j'ai indiqué depuis le début que le gouvernement fédéral comprend que les réalités des coûts sur les entreprises ces jours-ci et même les limites sur les coffres provinciaux voudraient dire que le fédéral pourrait assumer la grande partie de ces investissements et les conversations continuent. Par rapport aux mesures sur la frontière, on regardait pour les jours à venir, peut-être la semaine à venir, mais comme vous avez vu, les conversations continuent. Kevin Gallagher with CTV National News. So you say that military members in long-term care facilities needs to be Question. short-term, Vous dites not que long-term. la solution doit être à court terme pour les militaires déployés dans les CHSLD. Le premier ministre du Québec demande une prolongation. Pourquoi le gouvernement, votre gouvernement, ne peut pas s'engager à ce que les militaires restent dans les CHSLD jusqu'en septembre? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous refusez de vous engager pour que les militaires restent jusqu'en septembre? Réponse, il y a des discussions opérationnelles entre le gouvernement du Québec, les Forces armées canadiennes et notre gouvernement. On va continuer d'avoir ces discussions et on va continuer de faire tout ce que nous pouvons pour soutenir le Québec alors que la province tente de reprendre le contrôle dans ces CHSLD. Question. Quelle conversation avez-vous eue avec Doug Ford, qui lui-même a réalisé des coupures budgétaires dans le réseau de soins de santé pour les aînés?
pourquoi le gouvernement fédéral aiderait les provinces qui ont coupé elles-mêmes des ressources vitales pour leur CHSLD? Réponse, ce sont des questions qu'on devra se poser à moyen et long terme pour s'assurer que nos systèmes soient en mesure de soutenir de la meilleure façon les aînés. Mais en ce moment, on se concentre à aider les gens dans une situation d'urgence, aider les aînés, aider les Canadiens à traverser une situation très difficile. On va continuer d'être là pour eux et de travailler étroitement avec les provinces afin d'offrir un soutien du gouvernement fédéral où cela est nécessaire. Je veux simplement faire une précision sur ce qui se passe aux États-Unis. Plusieurs Canadiens avec différents profils sont en train de regarder, comme tous les Canadiens, les nouvelles en provenance des États-Unis, avec choc, avec horreur. Le racisme contre les Noirs, le racisme est réel aux États-Unis ou au Canada. Et nous savons que les gens font face à une discrimination systémique, du racisme chaque jour. Nous avons besoin, en tant que société, de nous tenir debout contre la discrimination, être là chacun pour les autres avec respect. Et on a également du travail à faire au Canada en ce qui a trait à nos systèmes sur lesquels on doit travailler. Et j'en appelle à tous les Canadiens, que ce soit le racisme contre les Noirs, contre les Asiatiques et tout type de discrimination. Soyons solidaires, soyons là les uns pour les autres. Et sachons à quel point tout le monde est ébranlé par ce qu'on voit aux nouvelles au cours des derniers jours. Souligner aux Canadiens qui regardent avec stupéfaction et horreur ce qui se passe aux États-Unis, pour rappeler que même si on voit tout ça se passer aux États-Unis, au Canada, on n'est pas sans vivre du racisme, de la discrimination. Et nous devons de faire mieux, que ce soit du racisme anti-noir, que ce soit du racisme anti-asiatique, que ce soit de la discrimination systémique. Nous avons du travail à faire ici et nous devons, aujourd'hui et à tous les jours, d'être là les uns pour les autres, dans tout le respect, dans toute la compassion, parce que de comprendre les réalités, les défis que vivent différentes personnes dans des moments difficiles, nous allons mieux s'en sortir en tant que pays. Je sais que les Canadiens sont là les uns pour les autres. On le voit à tous les jours pendant cette pandémie. Et nous allons continuer de l'être. Thank you. Thank you very much. Julie, I just wanted to wish you all the very best in your next chapters. Souhaiter tout le meilleur pour le prochain chapitre de votre carrière.